Donc moi je voulais vous donner quelques idées sur ce qu'on appelle en effet les problèmes que nous pose la montée de l'individualisme social dans les institutions et particulièrement évidemment à l'école. Alors bien entendu, le problème il est que je vais vous parler de l'analyse que nous en faisons dans l'Hexagone comme on dit, et qu'il est fort probable que cela ne convienne pas totalement à ce qui se passe ici. Donc justement, je vais essayer d'aller relativement vite pour voir avec vous en quoi le propos que je vais tenir a du sens pour vous ici ou pas, qu'est-ce qui est différent, et puisque globalement je vous proposerai trois types de propos. Le premier étant sur l'évolution dans les sociétés occidentales, et donc on parlera de ce que c'est que du collectif à l'individuel. Ensuite dans l'éducation parentale, et je pense que c'est là qu'il y aura peut-être le plus de différences et qu'il sera intéressant qu'on échange sur ce qui se passe à l'heure actuelle en éducation dans l'Hexagone, c'est comme ça qu'on dit, hein, métropole, je ne sais pas, dans l'Hexagone, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'éducation parentale. Et là je pense que nous ne sommes pas tout à fait au même niveau, et qu'il y a peut-être des choses tout à fait différentes, ou tout du moins une émergence qui n'est pas aussi forte que vous de l'évolution des pratiques éducatives au sein de la famille que ce que nous vivons en métropole. Et puis on parlera des répercussions sur les institutions. Donc c'est un topo d'ordinaire qui met à peu près 3 heures. Je vais donc essayer de passer à la vitesse supérieure avec vous pour qu'on ait la possibilité d'échanger. Alors, si vous voulez, je vais être dans un premier temps sur la première partie relativement caricaturale pour donner quelles sont les grandes dimensions de la montée de l'individualisme, et vous verrez après que j'essaierai évidemment de moduler cela et de voir à quel point il y a une différence entre le discours social et puis ce qui se passe en réalité, qui amène évidemment plusieurs bémols par rapport à ce qui peut être considéré comme essentiel dans la montée de l'individualisme. Alors, qu'est-ce qui caractérise la montée de l'individualisme et qu'est-ce que ça veut dire dans les sociétés occidentales, puisque dans les sociétés occidentales, nous sommes des sociétés individualistes? Premièrement, c'est le passage incontestablement du sujet à l'individu. C'est-à-dire que ce qu'on appelle une société individualiste, c'est une société dans laquelle c'est la valeur de l'individu qui est souveraine. Et il y a une différence là entre ce qui se passe dans les sociétés traditionnelles, où on ne peut plus s'appeler et parler plutôt de sujet, d'assujettissement d'ailleurs. Alors tout ce que je vais vous dire, peut-être vous le retrouverez dans un livre très simple qui peut être référence de François de Singly, qui explique de façon très intéressante le passage, comment se fait le passage d'une société qu'on peut dire traditionnelle à une société individualiste. Donc François de Singly. Alors ce que je vais vous dire, c'est des données un peu d'ordre général. Donc évidemment que l'individu maintenant a une place qu'il n'avait pas du tout auparavant. Il faut bien prendre conscience que nous avons fait un progrès vers l'humanité considérable. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on entend énormément de discours pessimistes, mais si on a un petit peu la vision de ne fût-ce qu'il y a 100 ans en arrière, eh bien on s'aperçoit qu'on a prodigieusement gagné en humanité, et que la place des individus eh bien, est peut-être moins déterminée qu'elle était avant, même s'il y a encore, et j'en parlerai tout à l'heure, pas mal de déterminisme sur les trajectoires sociales des individus. Elles sont, ces trajectoires, moins marquées qu'elles ne l'étaient avant, et je crois qu'on peut franchement dire qu'on a gagné quelque chose en termes de progrès dans le respect des individus, et que depuis un certain temps, hein, évidemment, l'avenir des hommes, c'était d'avoir moins de contraintes dans leur vie. Et c'est vrai qu'on a gagné là-dessus énormément. Les conditions de vie sont beaucoup moins misérables qu'elles ne l'étaient. Avant, on faisait son temps, il y a 100 ans, on survivait et on travaillait énormément.
il y a maintenant de la place pour le loisir et il y a certainement moins de déterminisme selon votre origine sociale ou votre religion qu'il y en avait auparavant. Donc c'est un lent parcours de désassujettissement qui a fait passer en effet vers un monde où on n'est plus, on est moins contraint qu'on ne l'était auparavant. Les individus sont donc globalement plus libres de leur destinée et comme le dit Robert Castel, si on n'a pas incontestablement créé encore une société d'égaux, parce que nous ne sommes pas tous égaux encore, il y a encore énormément d'injustice et d'inégalité sociale, on est au moins tous dans une société de semblables. Auparavant, le maître et l'esclave, le patron et l'ouvrier, d'une certaine façon, c'était même pas comparable, parce que ça n'était par essence pas les mêmes gens, quasiment. Comme si ça n'était pas les mêmes, ils n'étaient pas tous des humains avec la même dignité. Donc cette notion est importante, certes on n'est pas encore dans l'égalité, mais on est au moins dans les semblables, c'est-à-dire que maintenant, tout individu, quand même, a le droit de... tout individu peut compter parce qu'il est un humain. Ça n'a pas toujours été le cas. Et on oublie que quelques centaines d'années en arrière, eh bien, on était loin d'être même possiblement comparable entre les différentes classes sociales. Alors on oublie toujours un petit peu ça, on a une vision un peu pessimiste. Moi je trouve qu'on va vers tellement plus d'humanité qu'il faut quand même remercier l'individualisme social avant de voir les travers qu'évidemment il amène, qui sont incontestables, mais néanmoins il faut voir quand même avant tout le positif. Il faudrait voir que par exemple en 100 ans on est passé du charnier de la guerre de 14-18, quand même des millions d'hommes sont partis pour dans les valeurs collectives de défendre la patrie. On est passé de la guerre de 14-18 à 2 morts en Afghanistan en 2014 et le président de la République qui va aux obsèques. Enfin, il y a un monde, en 100 ans, il y a une évolution quant à la considération de la vie d'un individu qui est invraisemblable. L'envoi au charnier de la guerre de 14-18 n'a posé pas grand problème. Parce qu'à ce moment-là, en effet, c'était les valeurs collectives qui structuraient la société et pas du tout les valeurs individuelles. Il est évident que la montée de l'individualisme, elle se marque parce que justement, eh bien, il y a un rapport entre l'individu et le collectif qui bascule complètement tout ce qui était la priorité des valeurs collectives s'est interpellé maintenant parce que la place de l'individu, eh bien évidemment, est devenue de plus en plus grande. Il est évident que ça ne peut être qu'une société individualiste qui sort des slogans comme, par exemple, la loi d'orientation de 89 l'élève au centre. L'élève au centre, c'était quelque chose qui n'était pas possible, ne fût-ce que même 50 ans avant. Il se passe la même chose, et on en reparlera aussi bien dans l'éducation que dans le soin, car de la même façon, Kouchner, qui était ministre de la Santé en 2001, écrit une loi qui s'appelle « L'usager au centre d'un système à rénover ». C'est-à-dire que dans le monde médical aussi, ou dans le monde de l'éducation, évidemment, c'est l'individu et non plus les structures qui sont placées au centre, et ça change énormément de choses. Donc on passe, si vous voulez, mais là je suis très caricaturale, on va donner dans la finesse un petit peu plus tard. On peut dire que dans une société traditionnelle, c'est le collectif qui prime sur l'individu, que les déterminismes sont très forts et c'est eux qui déterminent le devenir social des individus, alors que dans une société individualiste, eh bien, l'assouvissement des besoins des personnes et les individus sont revendiqués comme étant tous d'importance, tout du moins dans le discours social. Alors on passe de cette notion que Norbert Elias disait, c'est-à-dire qu'on est passé de l'individu par défaut, qu'il y a quelquefois dans les sociétés traditionnelles, à un individu par excès, dans les sociétés individualistes. Alors, si vous voulez, là encore, mon propos est très caricatural au départ, mais j'assume.
on peut dire que l'évolution des sociétés occidentales, c'est vers un refus des contraintes, et en effet, le statut de la contrainte est quelque chose qui évolue énormément. Donc, un refus des contraintes, et puis, évidemment, une question qui se pose pour une fois de façon mais vraiment prégnante, et notamment, on peut dire, depuis les années 60, 70, et on se pose réellement la question, mais finalement, quelle légitimité on a à agir sur l'autre. Avant, ça ne se posait pas, bien entendu. On avait le droit d'agir sur l'autre, il y avait des gens supérieurs à d'autres qui décidaient pour d'autres. Et cette question de la légitimité à agir sur l'autre se pose sur toutes les sciences qui s'occupent de l'humain sur de l'humain. C'est pourquoi, dans le milieu médical, et notamment par exemple celui de la psychiatrie, il y a eu cette évolution. On est passé finalement d'un moment où on enfermait les fous sur des paillasses à un moment où on a même été dans l'excès, c'est-à-dire tous les ne se soignent que ceux qui veulent se soigner, l'antipsychiatrie, etc. Et c'est que maintenant qu'on commence, et d'ailleurs c'est assez intéressant, à reparler de la possibilité et de la légitimité du soin sous contrainte, qui est vraiment quelque chose qui commence à revenir, mais qui est parlé depuis peut-être une quinzaine d'années, et même encore maintenant ça a du mal à passer. Donc si vous voulez, on oscille toujours, puisque les humains ne font qu'osciller entre des pôles contradictoires à des mondes qui peuvent être extrêmement forts en contrainte et en déterministe. T'es ouvrier, tu resteras fils d'ouvrier, t'es de cette religion, tu resteras là-dedans, et à quelque chose qui est beaucoup plus libre, mais où il y a de moins en moins de contraintes, et où l'individu doit décider de tout, et où personne n'ose plus dire quoi que ce soit si l'individu dit non. Donc on a eu toute cette phase où finalement ne rentraient pas en soins psychologiques ou psychiatriques des gens qui ne voulaient pas, donc les psychologues se targuant du fait que si quelqu'un ne veut pas, on ne peut pas commencer aucune thérapie sans l'accord de, ce qui est vraiment une sorte de mot d'ordre dans le soin et l'accompagnement psychologique. Alors que maintenant, de plus en plus, on voit, y compris des psychiatres, parce que premièrement, il y a des obligations judiciaires de soins sous contrainte, et ça oblige tout le domaine psychologique et psychiatrique à se dire, mais après tout, si un jeune est là, tu es obligé d'être là, moi aussi, en tant que psychiatre ou psychologue, je suis obligé d'être là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça tous les deux ? Eh bien, ça donne quelquefois des choses, peut-être pas tout le temps, mais de plus en plus. Et je suis assez contente de cette évolution parce que j'ai souvent moi-même critiqué cette posture un petit peu trop ferme des psychologues sur leur non-volonté de commencer tant qu'il n'y avait pas l'accord de l'autre en face, dans la mesure où si nous, pédagogues, on s'était permis de faire pareil, de dire autrement dit, si toi, élève, tu ne veux pas apprendre, eh bien, on ne part pas dans l'apprentissage. On pouvait fermer de nombreuses ZEP en France tranquillement. Donc, puisque nous, pédagogues, nous coltinons finalement un travail qui, quelquefois, dans les milieux les plus difficiles, consiste à apprendre à des gens qui ne veulent pas apprendre, je ne vois pas pourquoi le domaine de la psychologie ne se coltinerait pas le même problème que nous, à savoir soigner des gens qui, au départ, n'ont pas envie d'être soignés, mais à eux de les accrocher comme nos pédagogues accrochent des gamins rebelles, pour finalement, mine de rien, les conduire à une amélioration et à un chemin même qu'ils ne voulaient pas prendre au départ. Donc si vous voulez, cette question de quelle légitimité a-t-on à agir sur l'autre, elle s'est posée incontestablement, même en excès dans les années 70, etc. Et on est en train de revenir sur le balancier un petit peu, surtout ce cursus de la contrainte, de qu'est-ce qu'une société a le droit de contraindre les individus et qu'est-ce qu'un individu a le droit de contraindre l'autre, eh bien on est peut-être en train d'osciller entre deux extrêmes et de retrouver peut-être, on l'espère, à un moment le juste milieu dans tout cela. Alors je vous disais là donc qu'on est passé donc du sujet, assujetti, contraint, à l'individu apparemment libre, qui a le droit de dire ce qu'il veut, que la société doit entendre, qui doit, la société, assouvir un peu les besoins d'une personne. Donc on est passé du sujet à l'individu, mais on est aussi passé de l'impersonnel au personnel.
Et ça, c'est... beaucoup de choses dans les sociétés traditionnelles sont en effet dans l'impersonnel et dans le symbolique, alors que dans quelque chose de plus moderne et d'individualiste, on est vraiment dans le personnel, de façon très caricaturale, vous m'en excuserez, mais ça illustre bien ce que je veux dire. Il faudrait comparer, si vous voulez, deux slogans qui d'une certaine façon parlent le rapport aux autres et la solidarité peut-être, hein. C'est notre notre devise, hein, liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité, qui s'oppose finalement, et qu'on pourrait, là, mais je fais presque par jeu de simplicité intellectuelle, comparer à un slogan plus qu'une devise, qui est paru en 84 et qui était le slogan des SOS Racisme, qui était « Touche pas à mon pote ». Et pourquoi c'est très, à mon avis, intéressant de comparer les deux, c'est qu'ils illustrent à eux seuls le passage justement de cet impersonnel au personnel. Liberté, égalité, fraternité, bon, bah, c'est sur le fronton de nos mairies, hein, on passe dessous parce que ça nous surplombe, parce que c'est quelque chose qui préexiste à nous, c'est une préexistence des autres, enfin de la société et de ce qu'elle veut dire, et on est supposé s'y inscrire. On est supposé s'inscrire dans l'impersonnalité d'ailleurs de liberté, égalité, fraternité. On est appelé à s'inscrire dans les valeurs qui sont ainsi énoncées et qui nous préexistent. Il y a une préexistence, une précédence à nous. Quand vous voyez qu'on passe, alors c'est pas qu'on passe, mais quand on compare à touche pas à mon pote, on passe à quelque chose de totalement, c'est une révolution copernicienne finalement. Certes, on pose une valeur aussi de fraternité, mais vous voyez, touche pas à mon pote, ça veut dire qu'on est bien au centre, nous. C'est-à-dire qu'il y a l'individu, c'est nous, qui sommes d'abord là, donc il n'y a plus de prévalence, hein, de préexistence. Il y a l'individu qui est au centre, et puis en proximité, en effet, il y a des copains, et il y a des potes, et à ce moment-là, je veux bien me donner par rapport à justement ce petit monde qui est autour de moi, ces gens que je connais, et donc on peut dire qu'on passe là un peu, même si mon propos là se veut exprès caricatural, mais on passe quand même de l'universel au singulier. On passe de l'universel au singulier, on passe de l'impersonnel au personnel, l'individu est au centre. On peut dire aussi qu'on passe d'une certaine notion de collectif à quelque chose de beaucoup plus individuel. Et comme le dit Martuccelli, c'est comme si à peu près on remplaçait la grande société par plusieurs petits mondes. Donc vous voyez, il y a cette notion d'un discours social qui se veut éloigné, impersonnel, avec des valeurs fortes qui vous préexistent, auxquelles on doit, entre guillemets, quand même adhérer, à quelque chose qui est beaucoup plus ramené, en effet, à l'individu, avec justement de la proximité, énormément de proximité, et évidemment un basculement quand même, hein, de l'universel au singulier. Troisième point, on passe aussi de l'implicite à l'explicite. Il faut tout expliquer maintenant. C'est-à-dire que, par exemple, pour parler des règlements scolaires, enfin, avant, on n'avait pas de règlement scolaire dans les établissements. Les règlements scolaires, finalement, ça fait une quinzaine d'années, 20 ans que ça a commencé, la grande réflexion il faut faire un règlement intérieur avec les élèves, parce que si eux-mêmes ne participent pas à l'élaboration commune des normes, eh bien, ils ne sauront pas les respecter. Auparavant, les règlements dans les établissements scolaires, ils étaient quelque part, on ne les lisait jamais, on ne travaillait pas dessus. Bon an, mal an, tout le monde savait à peu près ce qu'il fallait faire dans un établissement scolaire.
Et donc, il est sûr que, bon, alors là, c'est la grande référence, c'est évidemment tout ce que François Dubay a écrit sur le déclin de l'institution, qui est quand même très important à lire. Le déclin de l'institution de François Dubay, puis tout ce qui s'est dit après par Préra, par tous les autres, qui dit que, évidemment, on est dans une désinstitutionnalisation, puisque dans cette évolution de l'individualisme, ce qu'on appelle les grands poseurs de normes, eh bien, perdent de leur puissance. Alors les grands poseurs de normes, c'est évidemment l'Église, premier chef, dans les sociétés traditionnelles, c'est les églises, c'est l'école, c'est la famille. Et ce qui caractérise les sociétés occidentales individualistes, c'est que ces trois grands poseurs de normes eh bien, perdent apparemment de leur autorité, sont en perte d'influence, et que tous ces poseurs de normes, leur particularité, c'est qu'il y avait des forts rituels, et que ces rituels, un peu sacralisés, eh bien, posaient des normes, et que petit à petit, dans l'éducation, les gens s'imprégnaient de ces normes, et finalement, il y avait une sorte de consensus sur les normes sociales, c'est-à-dire sur les façons de se tenir. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les normes, hein, puisque, si vous voulez, ce qui incontestablement caractérise ce qu'on est en train de vivre, en effet, c'est qu'il n'y a plus de consensus total sur les normativités sociales, tout du moins de façon générale, parce que il n'y a plus de consensus sur ce qu'on appelle la normativité sociale, et surtout, c'est que tout le monde s'octroie le droit d'être poseur de normes, notamment nos élèves, évidemment. Les élèves s'octroient le droit très facilement d'être poseur de normes, du style « j'ai ma casquette dehors, je ne vois pas pourquoi je l'enlèverais », etc. Et donc de la difficulté de l'acceptation, en effet, de règlements et de choses qui les mettent, évidemment, eux en difficulté pour un état de raison et de fragilité psychologique. Donc tout le monde peut s'octroyer plus ou moins le droit d'être des poseurs de normes. Le « c'est comme ça » n'est plus du tout de rigueur. Et c'est pourquoi eh bien, il faut expliquer les valeurs qui sous-tendent les normes, les comportements, le pourquoi des interdits. D'autant plus qu'il y a une judiciarisation, évidemment, mais on ne peut pas rentrer dans tout ça. Enfin. Donc il faut faire participer de plus en plus à l'élaboration des règlements pour qu'elles soient reconnues comme légitimes. Et en effet, le problème de la légitimité, on a, nous, en tant qu'adultes, posé souvent la légitimité à éduquer, à faire obéir, etc. Là, ça nous revient, je crois, en boomerang, puisque ce sont maintenant les élèves de plus en plus qui nous demandent et qui nous attaquent, en quelque sorte, on peut le dire, sur notre légitimité à être des adultes, à être des enseignants et à avoir un savoir. Et on va, alors je ne sais pas si c'est le cas chez vous, évidemment, t'es qui toi pour me dire ça, et puis au fait, cette connaissance-là, nous en êtes sûrs, voire même, non, on n'est pas d'accord avec ce savoir-là. C'est-à-dire qu'on a, nous, vraiment, dans certains territoires, un problème important autour de la légitimité à poser les normes comportementales, mais voire même, et ça c'est un problème qui devient vraiment important dans certains secteurs, de poser la légitimité même de certains de nos savoirs. Donc ce qui interpelle évidemment tout ce qui dans l'éducation doit nous faire, dans les pratiques pédagogiques, aller vers cette réflexion entre le savoir et le croire. C'est-à-dire que si en effet on se trouve de plus en plus devant des élèves qui mélangent le savoir et le croire, ça sous-entend que nous, on doit vraiment être clair sur le fait que nos savoirs ne doivent pas s'enseigner comme des croyances. Et c'est pas si évident que ça, donc nous ne pouvons pas et nous ne devons pas justement avoir la moindre attitude sur des contenus pédagogiques qui confondent, pourraient faire confondre, ou même ne pas faire voir la distinction fondamentale qu'il y a entre le savoir et le croire, et surtout le problème que les savoirs n'empêchent pas le croire, mais que ce sont des domaines différents. Donc il faut à la fois reconnaître l'importance des croyances, mais comprendre qu'il y a des modalités différentes et des domaines différents entre le savoir et le croire. Alors, évidemment, une autre différence, puisque je suis partie sur du sujet à l'individu, du personnel à l'impersonnel, de l'implicite à l'explicite, c'est du privé au public, évidemment aussi, puisqu'il y a une
sorte de différence de l'intime et de l'extime, c'est-à-dire les choses intimes qui se montrent, oui, un brouillage finalement entre le privé et le public, un brouillage entre les différents lieux symboliques. Les élèves qui sont en grande difficulté, et là les travaux de Paris 8 l'avaient bien montré déjà, c'est des élèves justement qui ont du mal à repérer les différents lieux symboliques dans lesquels ils se déplacent. Et donc, quand on est dans la rue, quand on est dans une famille, quand on est à l'école, tout ça, ce sont des lieux symboliques différents. Et ces lieux symboliques, eh bien évidemment, appellent des normes, c'est-à-dire des façons de se comporter différentes. Alors, je n'ai pas le temps là à vous parler, mais enfin, on est régi par des lois, des règles et des normes. C'est des échelons différents qui règlent la société et le comportement des humains. Et le plus fin étant les normes, c'est-à-dire les normes, elles ne s'expliquent pas toujours, elles font souvent partie justement de l'implicite. Une norme, c'est quelque chose de subtil, c'est la façon de regarder quelqu'un, c'est pas quelque chose qui peut toujours s'écrire dans une loi. Une norme, c'est la façon de se comporter dans un lieu particulier, avec des gens, dans un endroit particulièrement codé. Et donc, c'est quelque chose comme un règlement peut s'écrire. Une loi, les lois et les règlements, on sait agir à peu près dans l'école avec cela. Les normes, c'est plus compliqué. Les normes, c'est, si vous voulez, si d'un seul coup je mets mes deux pieds là sur la table et que je prends une attitude complètement désinvolte, chose que je fais pourtant sans problème dans mon salon, vous allez immédiatement vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi parce que ça ne convient pas, voyez-vous, ça ne convient pas. C'est ça une norme. Une norme, c'est une façon de regarder, c'est une façon de se comporter qui ne s'écrit pas toujours. On ne pourra jamais écrire toutes les normes sociales dans un règlement. Et pourtant, c'est ce qui fait qu'il y a cohésion quelque part ou sens quelque part dans un lieu donné. Et c'est ce qui signe que dans ce lieu-là, il se passe des choses particulières. Les jeunes avec qui on travaille, et d'autant plus qu'ils sont fragiles, leur particularité, c'est qu'ils ne reconnaissent pas les différents lieux symboliques. Ou s'ils le reconnaissent, ils ne veulent pas changer de normes sociales, de façon de se comporter, parce que si eux, ils changent de comportement, ils ont l'impression que c'est leur personnalité qui est attaquée. Quand on est bien dans sa tête et quand on est dans une sorte de sécurité intérieure, chose que j'ai bien développée hier après-midi, mais quand il y a ce qu'on appelle psychiquement une sécurité intérieure, un individu qui a une sécurité intérieure normale, il est capable de repérer différents lieux symboliques et surtout, il ne se sent pas en danger ou il ne se sent pas en perte d'identité s'il doit changer de comportement d'un lieu à un autre. Or, ce qui caractérise quelqu'un qui a une fragilité, c'est que lui, il a l'impression, si on lui demande en effet d'enlever la casquette qu'il a dans la rue et dans la famille, parce qu'à l'école on n'a pas de casquette, et bien là on atteint pour lui à une sorte d'identité, on fait une brèche dans lui et il va refuser, d'où d'ailleurs l'intérêt de travailler avec des enseignants sur qu'est-ce qu'on dit si on ne veut pas de casquette à l'école, et là il y a tout un travail intéressant à mener, comment vous allez justifier et avec quel comportement et avec quel argument normatif et non pas normalisant, on peut faire comprendre pourquoi à l'école on ne porte pas de casquette, et c'est là encore tout un travail. Donc, bon, évidemment, je ne parlerai pas aussi du passage évidemment du rituel, enfin du virtuel avec tout ce qui se passe et tout ce que font nos jeunes. Bon, le point essentiel, si vous voulez, qu'il faut vraiment bien intégrer, c'est que la crise de l'autorité, elle est consubstantielle à la montée de l'individualisme. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on fait n'importe quoi à l'école que maintenant les gamins n'obéissent pas, etc. Il y a un ensemble de phénomènes sociaux qui ont lieu quand l'individualisme monte et qui, évidemment, vous l'avez compris, pose le problème de l'autorité, puisque comme les grands poseurs de normes ne sont plus là, eh bien, il est évident qu'il y a consubstantiellement, il y a une crise de l'autorité qui obligatoirement apparaît. Donc, le problème n'est pas du tout de se dire « mon Dieu, c'était bien avant », bien entendu, hein, parce que personne n'est prêt à revenir au monde d'avant, dont on oublie la rigueur et l'assujettissement dans lequel on était. Donc, il n'est pas question de revenir en arrière, mais il est question de se poser les bonnes questions maintenant, c'est-à-dire comment continuer à faire société avec des individus individualisés, c'est-à-dire comment, évidemment, on va quand même néanmoins faire société
avec cette montée et cette poussée de l'individu qui est là, et qui, quant à lui, exige d'être au centre des choses, et quelquefois contre certaines valeurs du collectif. Donc évidemment, la question, c'est de savoir comment on continue à faire société avec des individus individualisés, comment finalement, et c'est ça le gros problème finalement des démocraties, comment se joue actuellement dans les sociétés modernes le rapport entre les intérêts individuels et entre les intérêts du collectif et les désirs individuels. Ça, c'est vraiment le vrai problème des démocraties, de toutes les démocraties occidentales, et toutes les choses que l'on vit en France, c'est des choses sont à peu près identiques dans tout l'Occident. C'est-à-dire, en effet, nous sommes en Occident en train d'essayer la démocratie, et évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que les théocraties ou que les dictatures, puisqu'évidemment, une façon de bien tenir les gens ensemble facilement, les sociétés ensemble, il y a deux modèles pour ça. Il y a les dictatures, parce que là, évidemment, tout le monde est au pas, mais enfin, on ne peut pas dire que ça soit d'épanouissement, mais là, au moins, il y a des normes collectives qui sont obligatoirement respectées, puisqu'il y a danger à ne pas les respecter. Bon, et puis il y a les théocraties, évidemment, les théocraties qui, là, évidemment, de façon beaucoup plus subtile, vont faire que chaque individu lui-même va devenir porteur de normes collectives extrêmement fortes, et qui feront que, là encore, tout le monde est plus ou moins en ordre dans les théocraties. Alors, évidemment, nous, en Occident, on est dans les démocraties, dans l'essai de la démocratie, avec évidemment toute la complexité, puisque ça nous amène à nous poser la question essentielle qui est évidemment quel est l'avenir du commun. Et l'avenir du commun, ça devient vraiment quelque chose qui évidemment pose pas mal de problèmes. Alors évidemment, tout ce que je viens de vous dire, mais je vous avais prévenu, est relativement caricatural. Et si je viens d'essayer de dresser un petit peu ce qui se passe dans tout du moins ce qu'on appelle le discours social dans les sociétés individualistes, et bien évidemment, tout n'est pas aussi rose que ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'il y a évidemment plusieurs paradoxes, parce qu'il y a la vie réelle et puis il y a le discours social. Il y a cette poussée de l'individualisme, elle est évidente, mais néanmoins il y a des tas de choses qui y résistent. Et les premières choses qui résistent, c'est qu'on est dans un mythe de la non-contrainte, et que ce mythe de la non-contrainte, de la pseudo-liberté que dont tout le monde pourrait jouir, évidemment, ce n'est pas tout à fait le cas dès qu'on passe dans le monde du travail, dans la réalité du travail, où évidemment, là, les exigences et les contraintes du travail vont très vite faire oublier le fait qu'on pourrait être des individus tous libres. Mais le problème pour nous, c'est que ce discours social, ce discours publicitaire aussi, il peut être très fort tant que l'enfant est dans cet espace intermédiaire qu'est la famille et l'école finalement. Et il y a tout avant la vraie vie où les contraintes réapparaissent bien, y compris dans le monde individualiste, et bien il y a tout ce monde dans lequel vivent les jeunes dont on s'occupe, tout cet espace intermédiaire qu'est la famille et l'école. Et pendant tout ce temps-là, eh bien, on peut dire que ce discours social est cru beaucoup par les jeunes, qui sont aussi matraqués par des tas d'idées, y compris publicitaires, qui sont dans ce caprice, dans l'effectuation des caprices, dans le pourquoi pas toi, dans la réussite immédiate sans rien faire, qui nie un petit peu le monde de l'effort et qui imprègne quand même beaucoup les jeunes. Donc ça c'est un peu le premier paradoxe, et puis évidemment les déterminismes, je vous disais, ils sont moins forts, mais enfin ils sont quand même bien présents, puisque la preuve c'est que l'un des défis de l'école qu'on a bien du mal à relever, c'est la différence de la culture familiale, et que bien sûr c'est vrai qu'il y a moins de déterminisme social, mais ce qui est d'autant plus important, c'est que maintenant quand on échoue, c'est vraiment de sa faute, puisqu'on vous a fait le collège unique, donc tout le monde a le droit d'y réussir. Avant, au moins c'était les classes ouvrières échouaient à l'école, c'était normal, entre guillemets. En plus la responsabilité elle était collective, c'est-à-dire que c'était moins pénible pour l'individu d'échouer quand on était fils d'ouvrier, parce que finalement tout le monde échouait, donc on était dans une sorte de collectif de déterminisme social, tandis que maintenant on ne parle plus d'abord d'ouvriers, parce que la culture ouvrière, tout ça, le monde ouvrier c'est plus que 16%, donc ça n'existe plus, la culture ouvrière. On a un nouveau truc qui s'appelle les familles défavorisées, dont personne ne sait exactement ce que c'est. Enfin, il y a des familles défavorisées, il y a des enfants de familles défavorisées,
Et finalement, on sait que par le collège unique, on a des réussites de certains, donc on se dit, puisqu'il y en a certains qui réussissent, eh bien peut-être que d'autres pourraient réussir. Enfin, on ne peut pas avoir le temps, là, je vois le temps qui passe, de reparler de justement les deux idées forces qui étaient au moment de la construction du collège unique. Hein. Il y avait à la fois soit mener tout le monde à un meilleur niveau, soit il y avait aller chercher même chez les ouvriers et les pauvres les cerveaux. Hein. Donc il y a toujours eu ces deux tendances qui restent toujours présentes, et donc on se gargarise pas mal du fait que certains élèves de milieux très défavorisés arrivent à réussir, mais il ne faut pas oublier que le déterminisme social de l'origine sociale et de l'éducation parentale est quand même très là, et c'est bien un autre problème à l'école, c'est qu'on n'arrive pas pour le moment à l'école à dépasser ce déterminisme qui est encore très patent de l'échec scolaire dans les familles défavorisées. Donc bémol là complètement aussi par rapport à ce que j'exposais de façon un petit peu simpliste tout à l'heure. On a toujours ce problème de ce déterminisme. Et puis, alors autre chose évidemment, c'est que je vous ai dit qu'il y a une crise de l'autorité, il y a une crise de l'autorité sociale sur ces normes sociales qui ne sont plus toutes les mêmes, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'autorité, mais c'est que l'autorité, elle n'est plus dans les institutions. Mais l'autorité, elle est bien présente, elle est présente par les marques, par la pub, par des tas de choses, c'est-à-dire qu'en réalité, le problème, c'est que les sociétés, nos sociétés, elles ont des tas d'autorités, mais ces autorités, finalement, elles ne sont plus tellement visibles, mais cette jeunesse obéit pourtant à des tas de choses, mais c'est des choses beaucoup plus subtiles, beaucoup plus insidieuses, les marques de fringues, les sortes d'idéal de soi que cette société construit et qui imprègne, et puis tout ce que la publicité, tout ce que la facilité peut leur faire croire. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a plus d'autorité, mais elle n'est plus tellement à l'endroit où on voudrait. Et puis, en effet, ça c'est un point important, il y a de l'autorité, mais elle ne vient pas de l'endroit d'où on voudrait. D'autre part, d'après le discours qu'on peut tenir sur la montée de l'individu, on pourrait donc croire qu'on est tous heureux, n'est-ce pas quand même, puisqu'on n'est plus des ouvriers à travailler, on n'est plus des agriculteurs à crever la faim, enfin ça s'est passé en peu de temps. Enfin, moi j'insiste vraiment sur le fait que quand on regarde l'historien il y a 200 ans, comment on vivait en France il y a 200 ans, la condition des gens, il n'y avait pas de loisirs, c'était dur, c'était de la contrainte en permanence, donc on a extrêmement bien évolué. Donc quand on dit tout ça, on se dit on devrait tous sauter de joie quand même, on devrait être une société de gens heureux, puisque l'individu roi est advenu, bon sang de bonsoir, on devrait tous être très bien. Alors là, quand on va du côté des psychiatres, ils nous disent c'est la catastrophe, il y a une augmentation des dépressions, la nosographie a complètement changé, donc en effet, il y a des dépressions. Alors maintenant, il y a le burn-out là, qui vient d'arriver, il y a plein de choses, du surmenage, etc. Donc on s'aperçoit qu'il y a une sorte d'insécurité même psychique, du style vous avez voulu la liberté, vous l'avez, maintenant vous avez du choix, débrouillez-vous avec, mais quand on a du choix, il vaut mieux avoir une bonne sécurité intérieure, et si on ne l'a pas, tous les êtres fragiles sont d'autant plus paumés. Et parce que le problème, et c'est ça le paradoxe sur le plan psychique, c'est que plus une société est rigide, plus ça contient les gens qui sont faibles, qui ont des problèmes de fêlure psychique, mais plus une société devient molle, et bien plus ça devient difficile pour toute une partie des gens qui sont dans l'insécurité. Alors les psychiatres très gentiment en ce moment nous disent, c'est très clair, avant on soignait des névroses, et maintenant on est passé du névrotique normal, même névrotique pathologique, au narcissico-hédonique, c'est-à-dire, maintenant, ce qu'on traite, c'est plus du tout les mêmes types de pathologies psychiques. Et on retrouve bien là, en effet, le passage, en effet, chaque société crée ses malades. Et la société individualiste crée des malades différents de l'autre société contraignante, très névrotique, contraignante, qui limite l'individu dans son expression, mais une société qui libère beaucoup plus de choses, et bien évidemment,
elle crée d'autres types de nosographie mentale. Et ça, c'est de façon très claire ce que nous disent tout le monde de la psychiatrie. Alors, la conclusion, et de façon assez paradoxale, mais pourtant tout à fait logique, c'est que plus on est dans une société où soi-disant l'individu peut avoir accès à du choix, à de la liberté, et bien certains qui seront fragiles vont avoir d'autant plus besoin d'aller donc dans des niches de normalisation. Et c'est pour ça que de façon tout à fait parallèle et concomitante, quand vous avez la montée apparemment dans le discours social de la liberté de l'individu, les sectes prolifèrent, les sectes, les bandes ou l'intégrisme religieux, qui sont toutes des structures à l'opposé de l'évolution sociologique de la montée de l'individualisme, qui repose un carcan extrêmement fort et extrêmement contraignant. Et on se retrouve là devant, et là on le sait avec les adolescents difficiles avec lesquels on travaille, qui apparemment refusent toutes les normes que nous, on veut leur imposer, mais qui seront les premiers à nous dire après qu'ils veulent être pompiers, flics, etc. C'est-à-dire que quand un individu est dans un moment de fragilité, il peut tout à fait en même temps refuser des normes sociales et ce qu'on lui dit à l'école, mais par contre obéir au chef de bande sans problème. Donc on a de façon totalement paradoxale, mais totalement, enfin ça s'explique de façon très claire, des comportements de refus, une captation totale de leur pouvoir en termes d'individus face à nous pour s'opposer à nous, et en même temps d'autres moments, d'autres lieux où les mêmes individus vont complètement se soumettre à des lois parce que finalement ils reconnaissent certaines valeurs d'un côté et pas les nôtres, mais surtout parce que apparemment il y a le besoin de contenance psychique, ils ont un fort besoin de contenance psychique auquel visiblement la société ne répond pas. Les témoignages sur la grande, parce que je m'occupe de la grande délinquance quand même, les témoignages d'enfants délinquants disent souvent, mais Chantal, psychologue là au premier rang, qui travaille en pénitentiaire, en carcéral aussi, on entend souvent percer dans leur discours « et ils m'ont laissé faire ». C'est-à-dire que les délinquants, ils commencent et puis ils continuent et puis ils rencontrent rien. Et à un moment, beaucoup finissent, et puis il y a des écrits assez fabuleux là-dessus sur « mais ils m'ont laissé faire et ils me laissaient faire ». Et donc on va plus loin puisqu'on laisse faire, mais il y a vraiment ce sous-entendu, il y avait ce besoin de contenance qu'ils n'avaient pas, hein, ce besoin de contenance qui quelquefois pour les adolescents les plus difficiles va jusqu'à la contenance physique, quelquefois, qu'on a besoin de faire hein, avec ces jeunes. On parlait de ça hier après-midi, c'est-à-dire que il faut comprendre que quelquefois, leur demande de contenance psychique va jusqu'à des actes de violence où nous-mêmes, nous devons user notre propre corps pour les contenir. Et que c'est nous qui allons faire paroi à leur place. Et contenance, voilà. Donc il y a, voyez-vous, je voulais dans un premier temps vous présenter de façon un petit peu complètement utopique toutes les valeurs de l'individualisme qui sont quand même pourtant bien réelles, qui sont très présentes dans ce qu'on est en train de connaître en termes d'évolution sociologique et qui pour autant posent problème parce que premièrement tout n'est pas encore possible dans cet ordre-là, les déterminismes sont encore là, les fragilités psychiques sont encore là et les sociétés évidemment créent évidemment des résistances et on est vraiment devant, alors je ne sais pas si ce discours-là a sens ici, si vous voyez aussi poindre, vous, cet individualisme qui bouscule le traditionnel. Voilà. Je vois le temps qui avance, donc je vais vite passer à la deuxième partie, où là, je pense, vous êtes peut-être moins impactés que nous le sommes. Ce deuxième point, c'était sur l'éducation parentale et le statut de l'enfant. Alors, il est évident que, en même temps que le statut de l'individu monte, le statut de l'enfant monte, bien entendu. Et il y a évidemment
des problèmes. Alors, puisque je me suis amusée à faire des titres un peu tous les mêmes, je vais vous parler d'abord qu'on est passé, à mon avis, de l'obéissance à l'autonomie. Alors là, les parents se gargarisent, ils veulent que leur enfant soit autonome. Donc on passe là de quelque chose d'assez strict qui était basé sur l'obéissance. Finalement, les parents faisaient obéir les enfants, et puis maintenant, c'est plus tellement ça qui est à la mode, c'est surtout l'autonomie. Il faut que les enfants soient autonomes. Juste une petite anecdote, tant pis, je prends le temps. Il y avait une chercheuse qui avait fait quelque chose de très drôle, qui était de faire une étude sur les avis de naissance. Hein, parce que théoriquement, dans une famille, bon ben voilà, quand il y a un enfant qui paraît, les parents font une carte de naissance et ils disent, voilà, monsieur et madame Untel ont le plaisir de vous annoncer la naissance de leur enfant, voilà. Alors maintenant, c'est plus du tout ça. Hein. On reçoit, mais alors c'est vraiment, vraiment vrai, une petite carte qui est « Bonjour, je m'appelle Pauline, je pèse 3,5 kg et tout s'est bien passé. » Alors, accessoirement, vous avez, vos parents sont contents, mais c'est vraiment pas obligatoire. C'est à peine si vous n'avez pas des références sur comment l'accouchement s'est passé, parce qu'il y a ça aussi dans l'intime l'extime, hein, ou à la photo du bébé dans le ventre, ou même de... Voilà. Mais c'est fantastique. C'est-à-dire que Pauline parle déjà. Elle parle déjà. Alors c'est elle qui vous dit. Mais là encore, hein, parce que vous avez compris que j'aime bien transfigurer dans des sortes de choses très simples, des choses qui poussent fort, qui arrivent fort. Hein. Les parents veulent que l'enfant maintenant soit autonome le plus rapidement possible. Hein. Donc il faut absolument l'éduquer très vite, qu'il grandisse très vite. Surtout, il faut qu'on lui parle très vite comme s'il était un adulte. Tu veux des carottes ou des petits pois, tu veux, voilà. Et sans arrêt, on questionne l'enfant comme s'il avait la possibilité de répondre encore. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'infraction et d'effraction, plus exactement, dans le monde de l'enfance par les parents, en considérant, et là les pédiatres le disent énormément, trop tôt, l'enfant comme étant capable notamment de choisir, de discuter. Hein. Voilà, donc il y a quelque temps, je sors de chez moi et il y avait je tombe sur une exposition de vieilles voitures. Hein. Mais les toutes premières, etc. Et il y avait à la maison les enfants et les petits. Et donc je prends le téléphone, c'était un peu loin, je dis, rappliquez tous, faut montrer ça aux gamins, il y a une expo de voitures. Et là j'entends la belle fille qui dit, dis chérie, est-ce que tu veux venir voir l'exposition des voitures? Non. Non, le gamin dit non. Et ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Alors comment on peut questionner un enfant sur... Dans ces cas-là, on dit, tiens, il y a un truc génial dehors, on y va. Maintenant, on demande l'avis à l'enfant. Alors, le problème, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les enfants, quand on les questionne en permanence et qu'on leur demande de décider, les pédopsies, ce qu'ils disent, c'est que ça les met dans un état d'excitation. Pas dans le sens sexuel, mais dans un état d'excitation psychique. C'est-à-dire que ça monte la tension chez l'enfant, ce qui explique des crises de nerfs, etc., des crises de nerfs incroyables que font les enfants maintenant, parce que justement, il y a un moment, ils n'en peuvent plus, quoi. Hein. Et les parents croient bien faire, ils croient bien faire. Une excitation permanente aussi dans l'activité. Hein. L'activité, ça c'est terrible. Donc moi j'habite Lyon, je vais souvent à Paris, 2 heures de train, le bonheur, le silence, on sort le bouquin, généralement tout le monde... Ah, bon, c'est parfait. Alors l'autre fois, on était tous là tranquilles en attendant que ça démarre, et une famille arrive, jeunes parents dynamiques, hein, avec 6 et 3 ans. Ça parlait fort déjà sur le quai. Ça rentre en parlant aussi fort. Dans le wagon. Ça rentre en parlant aussi fort. Déjà. Et puis, Vlatipak, ça enlève les manteaux, ça installe à côté et en 5 minutes est sorti le jeu de domino, le coloriage, etc. Et la boisson, les gâteaux, et c'est parti. C'est épouvantable. À aucun moment, les gamins ont eu le temps de s'asseoir,
d'abord de parler plus bas, parce qu'on est dans un autre lieu symbolique, parce que le quai, qui est l'intérieur d'un wagon où il y a des gens, théoriquement, ça devrait être repéré en termes de normes sociales, comme le fait qu'il ne se passe pas la même chose. Donc, non, de regarder la tronche des voisins, voilà, d'être en silence 5 minutes. Une sorte de volonté parentale, d'hyperactivisme qui excite énormément les enfants. Et puis surtout, ce que les pédopsychiatres nous disent, parce que ce qu'il a oublié de dire, Maurice, c'est que ça fait 10 ans que je baigne dans l'organisation d'un DU qui s'appelle Adolescents difficiles et que je côtoie depuis 10 ans beaucoup de pédopsychiatres qui donc m'ont appris beaucoup de choses. C'est qu'il y a un mot d'ordre maintenant, c'est la peur des conflits des parents. Et les pédopsies disent avant, les familles, elles venaient consulter parce qu'il y avait des conflits avec leurs ados. Et maintenant, c'est plus la même chose. Et Marchelli, donc, est un pédopsychiatre dont je vous recommande la lecture parce qu'il est très drôle et puis ce qu'il dit est à la fois simple et pourtant très profond. Il raconte souvent cette anecdote que je me permets de lui voler aujourd'hui. Il dit, bon, bah, moi, il est en fin de carrière, et il dit, là, je vais dans la salle d'attente, il y a une famille avec ses enfants, enfin son petit, là, petit de 4 ans, et puis, bah, j'en suis là, le petit part dans le couloir, avant nous, arrive dans le bureau, s'empare à peu près de 2-3 trucs qui sont sur le bureau, saute partout. Alors il dit, je me retourne vers les parents, non, et qui n'ont rien dit. Et le père regarde Marchelli, lui dit, bah, c'est pour ça qu'on vient vous voir. C'est-à-dire vraiment une sorte de sidération devant ce que fait le gamin, et donc en effet, pas de conflit, ça devient apparemment truc maîtresse, on n'a pas de conflit, et donc c'est très mal vu maintenant d'avoir des problèmes avec son adolescent d'ailleurs. Quand c'est adolescent, là, si on a des problèmes, non, une famille moderne s'arrange avec son adolescent, ça veut dire que il n'y a pas tellement de normes dans la famille, chacun mange où il veut, quand il veut. Et voilà, on peut dire que le problème, c'est qu'il n'y a pas du tout d'entraînement à la frustration. Hein, c'est-à-dire, si en effet les parents n'apprennent pas à dire non, c'est quand même un peu important. Il y a quelque chose qui est très fort aussi maintenant, qui monte beaucoup, mais chez vous, je ne sais pas si c'est le cas. On peut dire, c'est qu'on passe, donc là, on vient de dire, excusez-moi, je reviens, je vous avais parlé qu'on passait de l'obéissance à l'autonomie, on passe du conflit au compromis, parce que ce que je viens de vous dire, c'est bien ça, c'est que les parents passent du conflit au compromis, il faut faire des compromis sans arrêt, maintenant c'est un peu l'éducation moderne, et puis il y a aussi, nous, quelque chose sociologique qui marque beaucoup, c'est le fait que y a énormément de parents et de séparations. Et avant, si vous voulez, la famille, c'était d'abord le couple. Maintenant, ce qui fait la famille, c'est l'enfant. Parce que ce qui est le cœur de la famille, souvent, c'est l'enfant. Parce que les parents se séparent, recréent d'autres foyers, d'autres familles. Et finalement, ce qui fait identité de famille, maintenant, c'est l'enfant, bien plus que le couple. Donc on est passé, si vous voulez, de la puissance du couple à celle de l'enfant, parce que ça donne beaucoup de puissance à l'enfant, de pouvoir à l'enfant. C'est bien, nous, quand même, il y a quand même beaucoup de problèmes avec les enfants. On est chez papa, on est chez maman, et évidemment, les enfants, tu ne veux pas m'acheter les baskets, mais papa, lui, il me les achètera, etc., etc. Et bon, ici, j'ai pas le droit de manger ça, mais quand je suis avec l'autre, j'ai le droit, donc si tu veux... moi, je préfère être avec lui, parce qu'au moins, avec lui, on va chez McDo, et toi, tu ne veux pas aller chez McDo, enfin, je vous en passe, c'est des meilleurs. C'est-à-dire que là, l'enfant devient finalement le pilier de la famille, puisque l'identité du couple n'est plus présente. Et donc, ce qui constitue finalement le père et la mère ne peut être reconstitué, puisqu'ils ne sont plus ensemble que par l'existence de l'enfant. C'est donc l'enfant qui constitue et qui constitue la famille. Donc voilà, alors je ne sais pas, mais si vous voulez, un autre pédopsie, Lazartique, dit, n'hésite pas, lui il dit que pour le moment, on a quand même pas mal de familles, et là encore, il y a encore des familles qui tiennent parfaitement. Bon, moi je vous dis ce qui est une tendance,
qui devient quand même importante. Ça n'empêche pas que nous avons encore des tas de familles et des tas de gens qui savent dire non à leurs enfants, etc. Mais certainement, de moins en moins, il y a cette tendance. Donc lui, il dit carrément, les familles n'éduquent plus, elles protègent. Ce qui n'est pas quand même du tout la même chose de poser et de transférer, si vous voulez, la mission familiale de la notion d'éducation à la notion de protection. Elles soutiennent l'expression souvent pulsionnelle de cet enfant, de leur enfant, et d'une certaine façon, elles montrent leur enfant au monde plus qu'elles montrent le monde à leur enfant. Ça, c'est une phrase que tout le monde reprend souvent maintenant. Elles montrent leur enfant au monde plutôt que de montrer le monde à leur enfant. Vous voyez, regardez, si on reprend l'anecdote du train toute bête, là, mais pas si bête que ça que je vous donnais tout à l'heure, théoriquement, les parents, ils auraient dû baisser le ton, laisser le temps à l'enfant de prendre la précédence, parce que cette notion de précédence, elle revient sans arrêt. Il faut montrer la précédence aux enfants, que ça soit des savoirs ou des normes. Il y avait des gens, bon sang, dans ce wagon avant eux. Il y avait quelque chose. D'abord, c'était un autre lieu, ce wagon, que le quai. Quand ils rentrent dedans, là, ils rentrent dedans et finalement, ils montrent leur enfant au wagon. Alors qu'ils auraient dû montrer le wagon aux enfants. Ça se passe quand même de façon voilà, extrêmement fréquente, cette chose. Et surtout que le problème maintenant qu'il y a les écrans, alors là, je ne rentre même pas dans le débat des écrans, parce que il y a des conférences entières à faire, parce que finalement, le monde, les enfants, ils vont surtout presque le voir à travers les écrans, plus qu'à travers ce que leurs parents vont voir, et surtout ce qu'ils voient dans les écrans. Mais là, il y a des spécialistes. On ne sait pas du tout ce qu'ils y voient. Les jeux des enfants ont toujours été cachés par les parents. L'enfant doit mentir, et il doit se cacher, il invente toujours des choses pour que les parents ne sachent pas ce qu'il fait. Ça a toujours été normal. Mais là, alors, on est passé à une puissance supérieure, parce que quelles sont les familles qui savent exactement à quoi jouent les enfants sur Internet? Ça devient vraiment compliqué. Surtout qu'il suffit d'un clic dans la chambre et vous êtes assuré qu'il n'était pas ni en train de regarder le film porno, ni en train de jouer à je ne sais pas quel jeu, puisqu'il peut vous mettre qu'il est en train de faire ses exercices de maths en un clic. Donc il suffit d'avoir, dès que la porte s'ouvre, on passe des horreurs, que ce soit les trucs sataniques ou pornographiques ou aux jeux où on tue tout le monde, au cours de maths, donc tout va bien, il est vraiment studieux cet enfant, puisque maintenant tous les écrans sont dans les chambres, et qu'évidemment, il n'y a même plus la télé qui avant permettait que les parents et les enfants regardent ensemble des choses et discutent ensemble des choses. Alors là, puisque j'ai des amis qui m'ont montré, non pas l'Eldorado, mais le Colorado, j'ai dit l'Eldorado hier, le Colorado, je pense que vous avez encore la chance d'avoir les pique-niques, d'avoir les traditions familiales, des grands-parents qui sont là, et au moins il y a un moment où on peut tous se voir et parler ensemble. Il y a des familles maintenant où on ne regarde plus jamais un film ensemble, puisqu'il y a des programmes pour les jeunes dans la chambre du haut, et d'ailleurs s'il y en a un plus petit, un plus jeune, ils ont chacun leur programme, chacun leur chambre, chacun leur télé, les parents sont dans le salon, ils regardent des trucs, il n'y a plus de partage sur ce qu'on voit ensemble de toute façon. Donc je pense que là, par rapport peut-être à tout ce que je viens de dire, vous avez peut-être la chance, vous, de ne pas être autant que certaines de nos familles, là encore, de certaines de notre famille, dans cette difficulté de communiquer de façon intergénérationnelle, et puis cette difficulté peut-être à poser des contraintes, et puis surtout ce problème qu'on a aussi peu d'entraînement maintenant dans les familles à la frustration. Or nous, à l'école, on a besoin d'avoir des gamins qui savent un peu attendre, hein, parce que c'est fatigant, tous ces gamins à qui il faut aller redire la consigne personnellement, hein, qui nous vampirisent complètement, puisque chacun veut qu'on lui parle à lui. Hein, on donne une consigne à la classe, ils n'ont pas compris, dites donc. Hein, on donne une consigne à la classe et il y a 10 doigts qui se lèvent pour qu'on leur réexplique en allant à côté d'eux exactement qu'est-ce qu'on a dit. Bon, ça, on va mourir, hein, je veux dire, il y a un moment, voilà. Donc, évidemment, s'il y a peu d'entraînement à la frustration, ça ne nous prépare pas tellement pour nous avec nos élèves. Donc, bon, voilà, comme on le dit, hein, éduquer, ça c'est Kant, évidemment. Hein, éduquer, c'est se servir d'une contrainte pour rendre l'individu libre.
bon, bah ça, il faudrait évidemment bien en parler, voilà. Je n'ai pas du tout le temps d'aborder la différence qu'il y a entre individualisme et individuation, hein, puisque justement les procédures d'individualisme sont justement contre la création de l'individuation psychique. Bon, mais ça, on n'a pas trop le temps d'en parler. Alors, je vois qu'il ne reste vraiment pas beaucoup de temps. Donc, troisième volet, les répercussions dans les institutions. Je vais aller très très vite pour qu'on ait le temps quand même, oh là là. Les répercussions dans les institutions, bon... très vite, on en a déjà dit beaucoup, vous les voyez, hein, bien entendu, hein, on en a déjà parlé. La difficulté à avoir des différents lieux symboliques dans lesquels on puisse se promener. Évidemment, ce besoin personnel, cette personnalisation de l'enseignement, cette individualisation, on ne sait plus jusqu'où on va aller, parce que quand même on a des classes. Alors certes, il faut faire de l'individualisation, mais enfin, s'il faut faire 30 PPRE, on ne va pas s'en sortir non plus. Hein. Je veux dire que jusqu'où l'institution école et jusqu'où on va aller dans la nécessité, c'est vrai, d'aider chaque élève à progresser, mais ça nous crée quand même une certaine tension dans des classes où on en a 30 qui vont chacun avoir des besoins spécifiques. Donc là aussi, on est à cette lisière hein, entre s'en foutre de tout et faire ce qui se faisait avant, c'est-à-dire qu'on cassait du gamin dans des classes parce que personne ne s'apercevait de ce qui se passait, à va-t-on aller jusqu'à pouvoir prendre en charge chaque individu personnellement. Alors on peut, et on a avancé à construire évidemment une attention particulière à chaque enfant, mais c'est quand même un vrai problème de la tension dans l'institution entre les pratiques de classe et l'individualisation. Surtout si l'individualisation consiste à faire des dispositifs, mais là Philippe Perrieux en parlera, je pense, de plus en plus périphériques pour gérer l'individualisation. C'est-à-dire que l'individualisation, finalement, on finit par la sortir de la classe parce que c'est compliqué quand même, on est quand même dans quelque chose de relativement contradictoire. La classe, les individus, bon bah d'accord, mais l'école c'est quand même une institution collective où il faut bien qu'il y ait un minimum d'adaptation de l'individu au collectif, et le collectif ne pourra pas totalement s'adapter à chaque individu. Donc il faut trouver en effet des façons de répondre, et ça pose le problème de est-ce qu'on y répond à l'intérieur, à la périphérie, etc. Et ça évidemment, bon, il y a pléthore maintenant d'aides, y compris d'officines privées, évidemment, qui vont faire ce que apparemment l'école a du mal à faire à l'intérieur, c'est-à-dire faire réussir les élèves dans leur singularité. Donc j'aimerais juste, pour finir, appuyer sur quelque chose qui par contre ne va pas interpeller, puisque je viens de le faire, le comportement des élèves, mais le comportement des équipes et des enseignants. Ce qui est évidemment compliqué, c'est le fait que ce monde individuel, d'individualisme, il marque les élèves, mais il marque aussi nos enseignants. Et dans une société telle qu'on vit, il y a incontestablement quelque chose d'important qui se passe et qui nous fait revenir sur le fait que dans une société individualiste, on est apparemment plus libre, mais on est beaucoup plus dépendant des autres. Repensez à ce qu'on a dit dans la société est remplacée par plein de petits mondes. C'est-à-dire que il y a une importance de la relation psychique à l'autre qui est beaucoup plus grande et qui crée des fragilités. On peut dire qu'il y a une hyper-psychologisation des rapports sociaux. Il y a une hyper-psychologisation des rapports sociaux, ce qui m'a fait mettre comme titre que l'une des grandes répercussions dans les institutions, c'est qu'on passe des missions au climat. Ça sous-entend que les missions, on a des missions qui sont impersonnelles, justement, qui sont la réussite des enfants, qui sont les missions générales de l'école, mais que de plus en plus, ce qui se passe dans les équipes enseignantes, c'est qu'on voit des querelles d'ordre psychologique avec les personnes, les conflits qui se personnalisent. On parle moins des missions, mais plus de la façon dont ça se passe entre nous. Voilà.
C'est-à-dire que les conflits se personnalisent, les discussions sont sur des objets qui, au lieu d'être sur des objets, les discussions deviennent plus rapidement qu'avant des luttes entre des personnes. Au lieu qu'on débatte sur des sujets impersonnels, avec en tête ses propres missions, très rapidement, ça peut vriller à des querelles psychologiques entre collègues. Et il y a une vraiment psychologisation dans les relations qui devient plus importante. Il devient difficile d'être en désaccord sur des objets sans que les personnes se sentent agressées en tant que personnes. Donc une difficulté à construire dans les institutions la discussion et le travail autour d'objets, sans que ça dérive, sans que ça dérape autour de conflits d'opinion, de conflits de personnes. Dans une société de toute façon individualiste, l'estime de soi doit être appelée sans arrêt. C'est-à-dire que maintenant, à un professionnel, si tous les 3 jours, je vais exagérer, on ne lui dit pas qu'il fait du bon boulot, il va vous dire qu'il n'est pas pris en considération. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, quand même, il faut le dire aux enseignants, parce qu'il ne faut pas non plus qu'ils rentrent dans ce piège, ça devient très difficile de gérer des équipes, quelquefois, parce que ces équipes sont vraiment très demandeuses qu'on leur dise ce qu'ils font bien. Avant, si vous voulez, la mission portait plus que maintenant, je pense, ça va certainement mettre en colère certains, je ne sais pas, sans qu'on ait besoin de dire c'est vraiment bien ce que tu fais, quoi. Mais maintenant, vraiment, les personnes sont très fragiles sur leur estime d'eux et sur la façon et le climat qu'il y a au sein des équipes, au sein des institutions. Et on a presque l'impression que quelquefois le climat psychologique du travail fait plus sens et remplace un peu dans l'investissement professionnel les missions attribuées. Je me permets de reprendre ça parce que ça, je pense vraiment, en quelque sorte, le climat psychologique du travail fait plus sens quelquefois et remplace tout du moins le moteur de l'investissement professionnel plus que les missions attribuées. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui m'a paru émerger vraiment, puisque justement Maurice Berne me rappelait tout à l'heure que j'ai travaillé pendant 6 ans au rectorat de Versailles sur la gestion des établissements en crise. Et que ce phénomène vraiment m'est apparu très fortement, bien qu'il pose peut-être problème, puisque là, ça n'est plus vos élèves que j'interpelle, mais le corps enseignant, dans sa capacité à faire équipe, puisque je crois qu'avant tout, évidemment, ce qui maintenant, il n'y a plus besoin de le dire, devant les difficultés devant lesquelles nous sommes, la réponse, c'est l'équipe. C'est l'équipe, c'est l'analyse en commun des situations, mais l'équipe en connaissant ce problème qui est comment les équipes sont elles-mêmes formées pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire travailler sur des objets de discorde, ou sur des objets justement sur lesquels il peut y avoir des accords, pour qu'il y ait le garde-fou de quand il y a des accords, eh bien les gens ne se sentent pas attaqués personnellement, ce qui crée des ruptures dans les salles de profs, de plus en plus frappantes, et qui sont plus comme c'était fut un temps sur les missions ou les capacités à certains élèves à réussir, parce qu'il y avait des désaccords, mais je veux dire, les désaccords étaient plus institutionnels, posés sur des missions, sur des capacités de pensée. Il y avait le groupe des excités qui se disaient même les plus... il y a toujours eu ceux qui croient à l'éducabilité cognitive, et puis ceux qui disent, bon, avec ça, il n'y a plus rien à faire, donc on ne va pas s'embêter. Il y a toujours eu ces problèmes de discorde sur la volonté et l'engagement professionnel par rapport aux grands défis qu'est l'éducabilité cognitive et justement lutter contre le déterminisme de classe et de culture familiale, et donc avec justement les inégalités avec lesquelles les élèves nous arrivent dans leur capacité linguistique, dans leur capacité à la frustration, etc. Mais là maintenant, ça se déplace un peu
vers quelque chose avec lequel je crois il faut vraiment travailler avec les équipes très clairement, parce que vaut mieux le dire une bonne fois pour toutes. Maintenant, c'est pas le problème, ça reste ce problème de notre mission par rapport à faire réussir les élèves, et c'est pas former des clans ou voir avec qui je vais m'entendre. Je travaille avec ceux que je m'entends et avec qui je m'entends, et est-ce que le chef d'établissement il m'a vraiment dit que j'étais bien, parce que ça fait vraiment, il m'a jamais dit moi que je faisais bien, enfin, une sorte voilà, de comportement, je me dirais, un peu infantile, qui reflète quand même une sorte de fragilité quant à l'estime de soi, qui doit constamment être remise sur le tapis pour s'assurer qu'on peut continuer. Voilà. Je vois qu'il est 1 heure avancée et je vais m'arrêter là. Voilà. Donc je ne sais pas si vous connaissez vous et si ce que j'ai pu vous dire résonne par rapport à ce que vous vivez ici à La Réunion, où je pense qu'il peut y avoir incontestablement, peut-être, je pensais, mais vous me le direz, sur le plan éducatif encore des choses qui tout en faisant évoluer, marque moins certains désespoirs que nous avons en métropole, notamment par rapport à certaines pratiques familiales qui commencent, même si, je le répète, elles ne sont pas encore l'apanage de tout le monde, deviennent quand même très fréquentes par rapport à cette difficulté dans laquelle se trouvent les parents vis-à-vis de ce qu'est de faire advenir leurs petits. Voilà, je vous remercie de votre attention.